Hello, good morning, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine et je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'hypergamie, de l'ascension sociale et également de la psychologie. J'étudie et j'analyse en profondeur les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces pour que vous aussi, vous soyez en hypergamie dans des couples équilibrés et stables. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, soit pour que l'on puisse aborder dans un cadre de one-to-one, un coaching dans le domaine amoureux ou alors professionnel. Et second cas, si tout simplement vous avez envie de me partager quelques thématiques que je pourrais aborder lors de mes prochaines vidéos. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, commenter, liker et à partager cette vidéo. C'est super bien pour l'algorithme et ça permet également de booster la chaîne. Enfin, dernière chose, pour de vrai, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment devenir membre pour pouvoir avoir accès à plus de contenu inédit. Le sujet du jour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique particulière qui va principalement intéresser les femmes, mais qui en réalité est un sujet de société et qui mérite d'être traité en tant que tel. Pour celles et ceux qui auront skippé l'introduction, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, commenter, liker et partager cette vidéo. C'est bon pour l'algorithme de YouTube, ça permet de booster la chaîne. N'hésitez pas également à devenir membre et à prendre vos badges. Le sujet s'intitule « Le tragique destin des femmes noires carriéristes ?» point d'interrogation. Et pour illustrer ces propos, pour illustrer cette analyse, nous allons prendre l'exemple de deux personnes, on va dire deux protagonistes de cette analyse, de cette histoire, qui sont d'une part Vivica Fox, actrice très célèbre aux États-Unis, qui a une carrière de renom, et de l'autre côté, une avocate brillante et une présentatrice TV en la personne de Ebony K. Williams. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je décide de parler de ces femmes. Commençons par le commencement. Qui est Vivica? Eh bien, Vivica est la fille de ses parents, naturellement, et chose étrange aux États-Unis, elle vient d'une famille très stable, d'une cellule familiale équilibrée où il n'y a pas eu de drama, comme on a l'habitude de le voir aux États-Unis. Donc, Vivica est une personne aujourd'hui âgée de 60 ans. C'est une actrice célèbre de renom avec une carrière internationale. C'est également une femme qui a connu le succès dans les années 80. Et Vivica, elle vient d'une famille, comme je l'ai dit, très stable. Son père est directeur d'une école privée et sa mère est technicienne en pharmacie. Et Vivica va également être poussée très tôt par ses parents à être ambitieuse et également à faire des études. On sait qu'aux États-Unis, un des moyens les plus efficaces pour fuir, j'ai envie de dire, les statistiques sombres des États-Unis liées à la communauté afro, c'est tout simplement de faire des études. C'est ce qu'elle a fait. Elle est partie chercher son diplôme. Ça était dès le départ toujours une femme ambitieuse qui a travaillé pour obtenir tout ce qu'elle souhaitait. Donc, on peut dire que jusque-là, c'est un rôle modèle. Et elle va être diplômée de sciences sociales. Elle va aller à l'université de Californie. Vivica, après ses études, elle va décider d'embrasser une carrière dans le cinéma. Et nous sommes dans les années fin 80, début années 90. Et donc le succès dans un premier temps n'est pas au rendez-vous, elle n'a que des petits rôles au cinéma, mais elle décide de persister, elle décide de ne pas baisser les bras. Et donc elle va continuer et en fait tout simplement dans les années 90, elle va connaître son premier véritable succès. Et elle arrive à l'apogée de sa carrière dans les années 2000, début années 2000, où finalement tout va lui réussir. Elle va avoir plusieurs collaborations dans l'industrie cinématographique avec des grands noms, dont notamment un certain Will Smith, l'actuel époux de Jada. Donc, on peut le dire que Vivica est une femme qui a su travailler dur, qui a su se donner les moyens tout simplement de son ambition pour réussir à atteindre ses objectifs. Je rappelle le contexte, nous sommes dans les années 80, 90, 2000 et donc
les personnes afro n'ont pas forcément, on va dire, de grands rôles dans l'industrie cinématographique aux États-Unis. Et malgré tous les clichés, malgré tout ça, elle a réussi à avoir une carrière brillante, des rôles intéressants, et elle a réussi tout simplement à devenir une actrice de renom. Donc, au sommet de sa carrière, à l'âge de 34 ans, en 1998, elle va décider d'épouser son copain de l'époque, qui était un chanteur et qui s'appelle Christophe Harvest. Les choses vont plutôt se dérouler pas mal, d'une manière plutôt saine, jusqu'à ce que 4 ans plus tard, le couple décide de divorcer. Et ça, selon moi, ça a été en fait la dégringolade de Vivica Fox, parce qu'à partir de là, elle a perdu pied. À partir de là, elle a vu tout simplement ses espoirs d'être une personne mariée avec des enfants, être un petit peu partie en fumée. Et elle va, à peine quelques mois, juste quelques mois, elle n'a même pas en réalité pris le temps de processer son divorce, selon moi. Elle va tout de suite se mettre dans une nouvelle relation. Et cette fois-ci, elle va rencontrer Monsieur Curtis Jackson, a.k.a. 50 Cent. Comment se déroule leur rencontre? Eh bien, tout simplement, lors d'un événement durant lequel 50 Cent va recevoir un prix, il va faire un shout-out à Vivica. En gros, il remercie toutes les personnes qui l'ont toujours soutenu et il va également remercier Vivica pour avoir porté cette magnifique robe, en fait, qu'il est tant fan à l'époque. Donc, je replace les choses dans leur contexte. Vivica, à l'époque, elle est au sommet de sa carrière. C'est une hit girl, tout lui réussit. Sa carrière est au top, elle est belle, elle est canon. À l'époque, elle n'avait pas encore fait de chirurgie, mais bon, petite parenthèse, 50 Cent lui aussi connaît un succès quand même qui est pas mal, et il lui fait un shout-out en disant qu'il, in fine, la trouve très belle. Et donc, c'est suffisant pour Vivica pour aller vers lui, en fait. Elle fait le premier pas et elle va lui demander, en gros, voilà, est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble? Et donc, ils commencent à dater à ce moment-là. Les choses se passent plutôt bien au début et puis, très vite, ça devient rapidement toxique. Je vous rappelle que 50 Cent, c'est le rappeur, gangsta par excellence. J-Unit, il vous le dit dans ses chansons. J-Unit, Ghetto United. C'est ce qu'il dit, en fait. Donc, il est plutôt toxique, il a une virilité qui est très toxique, une masculinité vraiment ghetto, et donc les choses ne se passent pas correctement. Et 50 n'est pas réellement attaché à Vivica. Pour lui, c'est juste en fait une relation un peu banale, sans forcément penser à autre chose, sans forcément avoir des plans d'avenir par rapport à cette relation. Mais pour Vivica, en fait, qui elle venait de sortir de son divorce, les choses ne sont pas en fait vues de la même manière. Pour elle, elle est persuadée que 50 Cent, c'est l'amour de sa vie. Là, je vous parle d'un événement qui s'est passé en 2003 et nous sommes aujourd'hui en 2024. Et donc, Vivica, jusqu'aujourd'hui, elle continue de crier à chaque interview que 50 Cent a été l'amour de sa vie et que si aujourd'hui 50 Cent décidait de revenir auprès d'elle, elle ne dirait pas non. En gros, elle est ouverte à ce que 50 Cent puisse revenir encore. Et donc, pour moi, ça pose un véritable problème, évidemment. Ce que je comprends de cette situation, c'est que Vivica, elle est sortie d'un mariage qui a duré 4 ans et tout de suite après son divorce, elle n'a pas pris le temps en fait de se soigner, elle n'a pas pris le temps de penser ses blessures et tout de suite elle s'est lancée dans une relation avec Curtis Jackson. Donc déjà le mauvais choix en termes de personne. 50 Cent est un rappeur. Il doit véhiculer une image de gangsta, une image d'homme à femme, de coureur de jupons. Et donc à l'époque, et certainement pas aujourd'hui, il n'avait pas envie de se poser. Lui, il ne rêvait pas en fait d'une vie de famille. Absolument pas. De l'autre côté, on a une femme qui est totalement en fait perdue, selon moi, parce qu'elle sort d'une relation qu'elle n'a pas pris le temps de se soigner et elle va tomber dans les bras d'un rappeur. Et elle est tombée complètement amoureuse de cet homme-là. Elle s'est donnée corps et âme dans une relation avec un homme qu'elle venait à peine de rencontrer, de connaître. Et donc, selon moi, elle a fait le transfert finalement de tout l'amour qu'elle avait porté à son ex-mari et éventuellement de ses espérances perdues, parties en fumée. Elle a mis, selon moi, à mon avis également, tous les espoirs d'un avenir, d'un foyer avec un père, une mère, des enfants en la personne de 50 Cent. Parce qu'à l'époque, elle avait un peu plus de 35 ans. Que dis-je? Elle a en réalité, à l'époque,
39 ans. Donc elle arrive en fait rapidement dans la quarantaine. Elle sort d'un mariage qui a échoué et elle voit en 50 Cent finalement sa bouée de sauvetage, l'homme qui va faire d'elle encore peut-être une nouvelle femme mariée avec des enfants. Et je pense que selon moi, ça a vraiment été cette pression sociale, on va dire cette horloge biologique, qui l'a poussée à être vraiment beaucoup trop attachée à 50 Cent. Et donc, elle s'est donnée corps et âme dans une relation avec quelqu'un qui n'avait pas les mêmes plans, en fait, pour l'avenir. Comme je l'ai dit, Vivica n'a toujours pas fait son deuil, en fait, par rapport à 50 Cent. Et 50 représente pour elle, encore une fois, toujours, à l'heure où je vous parle, plus de 20 ans après, l'amour de sa vie. Et ça, c'est problématique parce que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. D'une part, vous ne pouvez pas non plus entrer, comme on dit, les deux pieds dans une relation amoureuse quand vous n'avez pas une idée précise de ce que l'autre personne veut avec vous. Comme on dit chez moi, il vaut mieux avoir un pied dedans et un pied dehors parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vous ne pouvez pas en fait confier votre cœur, vos sentiments, etc., toute votre âme à finalement une personne que vous ne connaissez pas. Et même si vous connaissez cette personne, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Donc je déconseille, moi, à titre personnel, vivement aux femmes d'entrer pleinement dans des relations amoureuses en étant un petit peu surexcitée, en étant beaucoup trop amoureuse. Parce que l'amour, encore une fois, c'est une chose qui est très éphémère. Ça vient, ça part. Donc vous ne pouvez pas vous attacher comme ça à quelqu'un et encore moins quand cette personne n'est pas la bonne en fait pour vous. Parce que ce que ça fait tout simplement, c'est que ça vous bloque par la suite. Aujourd'hui, Vivica, toutes ses relations ont été vouées à l'échec parce que la femme, même lorsqu'elle est en couple, elle continue de parler de 50, elle continue de dire que 50 est finalement l'amour de sa vie et que jusqu'aujourd'hui, s'il décidait de revenir auprès d'elle, cela ne changerait rien en fait à ses sentiments, il sera toujours le bienvenu. Vivica, selon moi, c'est également une personne qui a beaucoup de carences. Je pense qu'elle a très très peu confiance en elle. Je pense qu'elle est toujours en fait attachée. Il y a une sorte comment dirais-je, de jeu de suis-moi je te fuis-moi je te suis en fait. Elle est attirée par la mauvaise personne. Et parfois, il y a des femmes désespérées qui vont toujours avoir cette envie de courir après les hommes qui la rejettent. Et ça, c'est malheureux. Il faut que Vivica puisse faire son deuil. 50 Cent est parti, il est parti à près de 20 ans, il ne reviendra pas, il faut que tu passes à autre chose. Tu ne peux pas en fait hypothéquer ta vie entière par rapport à un homme. Et d'ailleurs, 50 lui-même, il le dit en fait, il lui dit, mais dites à cette femme d'arrêter de prononcer mon nom. Keep my name out of your mouth. 50 le dit, elle lui dit, il lui dit pardon à chaque fois que ça fait plus de 20 ans, tu devrais passer à autre chose. Sauf qu'elle ne l'entend pas en fait de cette oreille. Et aujourd'hui, Vivica est toujours célibataire à l'âge de 60 ans. Elle a déclaré récemment lors d'une interview être toujours à la recherche de l'amour, être à la recherche d'un homme qui pourrait, on va dire, être le bon pour elle. Alors attention, comprenez-moi bien, je ne jette pas la pierre sur Vivica. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'elle aille clairement faire de la thérapie, en fait. Tu ne peux pas être accroché pendant plus de 20 ans à un homme qui, au final, ne t'a rien promis, en fait. Vous avez été ensemble pendant un an, allez, un an max. Ça a été une amourette, pardon. Pour toi, c'était le grand amour, mais ce n'est pas réciproque. Donc, va voir un psy, essaie de te libérer, en fait, de ces chaînes du passé. Et ensuite, ton avenir, évidemment, n'en sera que meilleur. Ne vous attachez pas à quelqu'un qui ne vous aime pas. Allez là où on vous aime. Allez là où on vous célèbre. Si ça ne marche pas, vous savez quoi? Il y a plus de 8 milliards d'habitants sur cette terre. Donc si ça ne marche pas avec quelqu'un, il y aura forcément quelqu'un d'autre avec qui ça pourra matcher. Donc ne soyez jamais désespérés et ne mettez pas tous vos espoirs en un seul homme. Et enfin, dernière chose concernant Vivica, arrêtez de crier sous tous les toits que vous êtes à la recherche d'un homme. En fait, tout simplement, ça fait de vous ce qu'on appelle une pick me, une femme qui n'a pas confiance en elle, une femme qui est prête à tout pour avoir un mec. Et en fait, c'est finalement, j'ai envie de dire, le mood, l'état d'esprit dans lequel Vivica est par rapport à 50. Vivica, c'est la femme qui poursuit en fait 50 Cent. C'est la femme qui est prête à renier ciel et terre et également à remuer ciel et terre pour l'amour d'un homme. En l'occurrence, ici, 50 Cent. Et les hommes n'aiment pas ça en fait. Un homme, un véritable homme, il a besoin
besoin que sa femme soit déjà dans des énergies féminines et lui, il a besoin de prouver sa masculinité. Il aura envie d'aller draguer en fait sa femme. C'est une sorte en fait de fierté pour les hommes de dire voilà, j'ai dû charbonner comme on dit, j'ai dû travailler dur, j'ai dû courtiser ma femme pour qu'elle puisse me dire oui. Et quand vous rendez la chose beaucoup trop facile en fait, vous lui privez de cette possibilité-là d'être finalement un homme viril pardon, et un homme qui pourra justement s'enorgueiller auprès de ses camarades. Donc, pour celles qui pensent qu'être une pick-me, être une femme beaucoup trop gentille, beaucoup trop accessible, une femme qui court derrière un homme, c'est une bonne chose, détrompez-vous, ça ne paye pas. Les pick-me finissent toujours en dernière position. Un homme, un vrai, il a besoin d'avoir un challenge. Et vous devez être le challenge de cet homme en fait. Et quand vous lui rendez la tâche beaucoup trop facile, il ne sera pas reconnaissant en fait. Au contraire, il aura de la haine en fait envers vous et voire même parfois un certain dégoût, un certain mépris. Donc vous devez comprendre les énergies dans lesquelles vous êtes et vous devez garder votre énergie féminine en tant que femme. Vous ne devez pas courir après un homme. Vous ne devez pas faire la cour à un homme ni être une pique-me. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. À présent, nous allons parler du cas de Ebony K. Williams, qui est une brillante avocate aux États-Unis et qui a décidé de faire un enfant toute seule à l'âge de 40 ans. Comme je dis souvent dans mes vidéos, si vous êtes une adepte de la chaîne, vous savez ce que je veux dire. Comment se construit un enfant? Eh bien, il se construit toujours par rapport au schéma qu'il a eu ou qu'il a vu lorsqu'il était petit. Soit il va être dans l'imitation, dans la reproduction, ou il va être dans le rejet le plus total. Je vous le dis, les psychologues vous le disent, les sociologues également. Ces faits sont réels. Et en ce qui concerne Ebony, eh bien, sans surprise, elle a été élevée par une maman solo. Et le cas d'Ebony est particulier parce que c'est une mixed race, comme on dit. Ebony K. Williams est une femme métisse. Et donc, elle a un père soit caucasien, soit un père latino, mais n'est pas à 100% black comme on dit. Mais effectivement, comme nous sommes aux États-Unis, il y a la règle évidemment de la goutte de sang qui prône, et donc elle est considérée comme une femme noire. Mais de manière génétique, elle n'est pas à 100% noire selon moi, elle est une femme métisse, donc avec un père évidemment étranger à la communauté afro. Et donc, ses parents, évidemment, ne vont pas rester longtemps ensemble. Ses parents se séparent et donc, elle va être élevée toute seule par sa mère qui est un chauffeur de bus justement. D'où, pour ceux qui ont vu la vidéo avec Ian là, d'où la référence est-ce que tu pourrais épouser un chauffeur de bus. Donc cette femme, Ebony, elle va être élevée par sa maman, qui est une maman évidemment forte, courageuse, qui est une maman qui a forcément dû subir, on va dire, un échec cuisant en amour pour se retrouver elle-même maman solo, alors que le père est certainement, je le pense, en vie. Et donc, cette maman a décidé de tout miser pour la réussite de sa fille. Elle vivait, on va dire, d'une manière assez limitée sur le plan financier, sur le plan économique. C'était dur pour elle. Elle a dû accumuler plusieurs jobs, dont notamment, encore une fois, le job de chauffeur de bus. Et plus tard, elle va s'élever en fait avec l'âge. Mais à l'époque où en tout cas, elle donne naissance à sa fille, la situation est très difficile financièrement et elle va se sacrifier en fait pour sa fille. Elle décide de se priver de beaucoup de choses pour donner à sa fille tout simplement le meilleur de l'éducation, le meilleur en termes de diplôme, le meilleur en termes de tout. Elle va très rapidement, selon moi, apprendre finalement à sa fille à être autonome, à être indépendante pour ne pas avoir à dépendre d'un homme. Je pense qu'elle a dû le faire de manière réelle, physique, mais aussi de manière inconsciente en fait, de par son subconscient. Lorsqu'on a une mère qui est dans ses énergies masculines, qui va cumuler 2-3 jobs pour mettre de la nourriture sur ta table, eh bien, on voit sa maman struggle, comme on dit, on la voit en étant en fait une superwoman qui n'a pas besoin d'homme et qui arrive à se débrouiller sans homme. Ça envoie un message évidemment subliminal à la fille en disant que elle aussi en fait elle n'aura pas forcément besoin d'un homme. Si elle veut quelque chose, elle sait qu'en travaillant dur, elle peut obtenir. Et donc Ebony va naturellement suivre les bons conseils de sa mère qui va lui demander dans un premier temps de faire des études et elle va poursuivre évidemment une carrière qui est brillante. Elle va aller chercher ses diplômes et elle va aller chercher non pas un métier mais une carrière. Ebony est une avocate réputée aux États-Unis.
Chose quand même intéressante, Ebony commence d'abord par un bachelor. Elle ne fait pas tout de suite du droit en fait, elle commence par un bachelor en art et en communication dans ce qu'on appelle les African American Studies. En gros, elle va étudier, on va dire, un domaine, un champ précis, un champ propre dédié aux personnes afro. Et donc on sent déjà dès le départ en réalité qu'elle a envie de se rapprocher de cette communauté. Et c'est intéressant ici à analyser parce que comme je l'ai dit tantôt, Ebony est une mixed race. Ebony est une femme en fait dont le père n'est pas afro. Et donc selon moi, elle a dû subir ou en tout cas internaliser, intérioriser ce rejet en fait de la part de son père. Donc là ce sont des hypothèses, je n'affirme rien, mais je pense qu'elle a dû voir le fait de vivre sans papa comme un échec, voire aussi un rejet de la part de cette communauté, de la part d'une personne peut-être caucasienne ou latina, de la part en tout cas d'un père qui est absent. Et elle a selon moi voulu renforcer ses racines par rapport à la communauté noire. On sait qu'il y a pas mal de personnes métisses qui ont justement ce problème d'identité. Elles n'arrivent pas en fait à se considérer étant blanches, même si elles le sont, ou alors à moitié noire, à moitié blanche. En gros, il y a pas mal de problèmes d'identité chez les personnes métissées. Quand je parle de métis, évidemment, avec deux ethnies, deux nationalités différentes. Ce sont des choses qui sont réelles. Certaines préféreront s'identifier à une nation, à un peuple, à une couleur plutôt qu'à une autre, et d'autres complètement l'inverse. Et il y a des personnes aussi équilibrées, il faut le dire, qui arrivent à trouver en fait une balance, c'est-à-dire un équilibre. Et donc, quand on n'arrive pas, ou quand on n'a pas grandi avec un père qui appartient à une autre communauté, à mon avis, il y a dû avoir en fait ce sentiment de rejet. On se dit, on est rejeté par l'autre communauté, peut-être parce qu'on est différent. On est rejeté parce qu'on n'était peut-être pas assez bien. Et donc, je vais m'attacher de toutes mes forces à la communauté afro qui, elle, ne m'a pas rejeté, qui, elle, me considère comme étant l'un des leurs. Et donc, en fait, au final, c'est un sentiment d'appartenance en fait qu'elle recherche à travers justement cette surexposition à la communauté afro, ce suramour à la communauté afro. On a besoin de prouver en fait encore et encore encore que voilà, je fais partie des vôtres en fait, même si ma couleur est un petit peu différente, je suis un peu light skin, mais je fais partie des vôtres, ou alors même si j'ai un héritage non noir quelque part, je fais partie des vôtres. Et selon mon analyse et mon point de vue, Ebony, elle a ressenti ce besoin d'appartenance, vraiment un besoin qui est très fort. C'est pour ça qu'elle est autant attachée à la communauté afro en fait. Comme elle n'a pas eu de figure paternelle, comme elle n'a pas eu accès à cette autre partie de son héritage, finalement, la seule communauté qu'elle connaît, c'est la communauté afro. Et donc, elle va s'y attacher de toutes ses forces. Elle va faire finalement plus que les autres pour être acceptée au sein de cette communauté. D'où des études pour commencer en lien avec l'histoire des Afro-Américains. Et une fois devenue avocate, elle va principalement s'intéresser aux mots qui vont ranger la communauté afro. Mots M-A-U-X évidemment. Elle va principalement s'intéresser à tout ce qui est farine, V-I-O-L, mais on va dire S-E-X, crime. Ce genre de choses en fait qui généralement statistiquement ont plus tendance à arriver au sein de la communauté afro. Je ne dis pas que les autres communautés sont parfaites, je dis que statistiquement aux États-Unis, puisque les statistiques ethniques existent là-bas, ce genre de choses, on les retrouve dans certaines communautés, dans la communauté afro. Si elle voulait faire du droit des affaires, elle n'aurait pas été en contact direct avec la communauté afro. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si elle voulait faire tout ce qui est contentieux, on va dire, en lien avec les sociétés ou même la bourse, elle n'aurait pas été surexposée à la communauté afro. Donc pour moi, on est toujours en fait dans la même démarche. Elle recherche l'approbation, elle recherche la validation d'une certaine communauté et donc elle va aligner toute sa vie par rapport à cet objectif-là. Et donc une fois devenue avocate, elle va également tisser des liens très étroits avec des personnes de la communauté. Elle va devenir une présentatrice télé et principalement on va la voir, militer pour les causes des personnes afro, militer pour plus de droits. En fait, on sent vraiment une personne qui a envie l'être là en fait. Il y a vraiment, comme j'ai dit, ce besoin d'appartenance, ce besoin de reconnaissance et ce besoin de dire voilà, je fais partie de votre groupe, je suis un des vôtres. Donc, on a finalement une femme qui est surinvestie par rapport à tout ce qui concerne évidemment la communauté afro. Et elle cherchait finalement un homme afro de préférence
si possible par rapport à son niveau, par rapport au niveau auquel elle a atteint, puisqu'elle est avocate, elle est également présentatrice, en tout cas télé, en tout cas c'est une personnalité assez importante et imposante dans le paysage audiovisuel. Et donc, elle cherchait, à mon avis, quelqu'un de son niveau. C'est une femme qui est ambitieuse, c'est une femme qui a bossé dur pour arriver là où elle est. Et donc, c'est normal qu'elle puisse avoir des standards élevés. Je fais le lien par rapport à la vidéo sur Il y en a, où Il y en a lui pose une question, est-ce que tu pourrais épouser un chauffeur de bus? Elle est clairement en train de vous dire qu'elle refuse d'épouser un homme médiocre. Et elle a tout à fait raison. La médiocrité est contagieuse, donc si vous, vous avez bossé, si vous, vous avez fait le travail nécessaire pour ne pas être médiocre, pourquoi est-ce que vous voulez être en couple avec un homme médiocre? Sauf que le problème ici qui se pose, c'est que Ebony, selon moi, c'est une personne qui était très fermée par rapport à l'image idéale de son conjoint. Elle voulait un homme noir qui est tout aussi brillant. Sauf qu'on est aux États-Unis, il y a pas mal de choses qui se passent dans la communauté afro. Très peu d'hommes sont finalement potables ou alors atteignent ce niveau d'excellence. Et quand parfois ils le font, il y a des problématiques. En fait, il y a la concurrence, tout simplement, avec des femmes d'autres communautés. Il y a également une question de préférence, il y a également une question de colorisme. En fait, il y a beaucoup trop de choses qui font que le choix est quand même restreint. Donc, si on s'impose finalement une barrière par rapport à la couleur de peau, ou à l'origine, ou au vécu, eh bien, on risque en fait finalement de finir seul. Parce que il n'y aura pas assez d'hommes noirs excellents avec un certain niveau en fait de revenus d'excellence aux États-Unis pour toutes les femmes noires. D'où la nécessité pour vous d'ouvrir vos options. Mais attention, ouvrir vos options ne veut pas forcément dire aller prendre un caucasien. Vous pouvez aussi regarder du côté de l'Europe. Il y a des afro-descendants qui sont en Europe qui sont très bien. Ou même des afro-descendants, des Nigérians, notamment une communauté qui est absolument excellente, qui brille par l'excellence tout simplement académique, intellectuelle. Il y a une forte communauté de Nigérians aux États-Unis. Regardez de ce côté. Comme finalement l'a fait Kerry Washington, elle a épousé un Américain, mais qui a des origines nigérianes en fait. Vous pouvez ouvrir vos options. Le monde ne tourne pas autour des Américains. Il y a des gens en Europe, il y a des gens en Afrique, il y a des gens en Asie à la limite si vous voulez, mais il ne faut pas être en fait fermé. Et quand on se ferme justement, on met une barrière par rapport à la couleur de peau et parfois même par rapport à la culture, eh bien, les choses se compliquent davantage. Et Ebony, elle aurait dû ouvrir ses options. Alors, à un moment donné, elle a tenté de le faire, elle a essayé de le faire, mais elle a pris un caucasien. Et donc, en prenant un caucasien par rapport aux convictions qui sont les siennes, par rapport à l'image qu'elle s'est forgée, et donc, elle s'est sentie finalement en décalage entre ce que la communauté attendait d'elle et ce qu'elle faisait finalement dans sa vie privée. C'est comme si vous avez, je ne sais pas moi, un Kémy Séba qui se montre devant vous avec une femme caucasienne. En fait, le choc était finalement le même. Pourquoi? Parce qu'elle était beaucoup trop investie au sein de la communauté afro. Et donc, avec justement cette pression, selon moi, médiatique de la communauté, elle a mis un terme à sa relation avec cet homme caucasien qui avait, sur le papier en tout cas, l'air d'être une personne avec un certain niveau. Donc, plus l'âge avance, plus en tant que femme, normalement, le niveau de vie en fait augmente également. C'est ce qu'on appelle lifestyle inflation. Donc, on atteint un nouveau niveau en termes économiques, en termes de pouvoirs sociaux, etc. Donc, forcément, les standards vont également augmenter. Sauf que c'est quelque chose qui est assez en fait difficile puisque l'horloge biologique pour nous les femmes, nous le savons, ne joue pas en notre faveur. Et donc, sur le marché du dating, c'est malheureux mais c'est comme ça, plus une femme prend de l'âge, plus en fait sa valeur baisse. Et donc, elle se retrouve effectivement à 40 ans, ayant une carrière accomplie, ayant une situation qui est enviable et n'ayant personne. Personne, en tout cas qu'elle considère de son niveau par rapport à ses standards pour essayer tout simplement de se mettre en couple avec elle. Ça, c'est factuel. Maintenant, j'avais fait une vidéo sur Porsha Williams à l'époque. J'avais intitulé cette vidéo Comment trouver l'amour à 40 ans. Et j'avais donné beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces dessus. Donc, je ne vais pas redire et réitérer mes propos. Je vous mettrai normalement le lien de la vidéo en barre d'infos. Allez l'écouter en fait. Vous devez comprendre que avec l'âge qui avance, il ne faut certainement pas baisser ses standards, absolument pas, notamment sur le plan financier, etc. Mais il faut faire en fait des compromis. Vous devez faire des compromis. Je l'ai dit il y a un an quand j'ai fait la vidéo sur Porsha Williams. À 40 ans, un homme qui a 40 ans
n'aura pas, en fait, une femme qui a 40 ans plutôt ne doit pas avoir les mêmes exigences qu'une femme qui a 25 ans sur tous les plans. C'est une question, en fait, de négociation et de compromis. Par exemple, vous devez faire une liste, finalement, des choses qui sont non négociables pour vous. Si vous voulez un homme avec une carrière déjà établie, un homme avec une situation financière stable, vous devez garder ce standard-là si c'est la priorité principale de votre liste. Gardez ça. Maintenant, par rapport au fait, admettons qu'il puisse déjà avoir subi un divorce de par le passé, avoir déjà eu des enfants par le passé, eh bien, il va falloir faire des compromis en fait par rapport à ça. Vous ne pourrez pas tout avoir avec le temps qui avance, avec l'âge qui avance. C'est plus possible en fait. Attention, je ne vous demande pas de baisser vos standards, absolument pas. Je vous demande de prioriser vos standards. Faites une liste de ce qui est important, non négociable. Et pour le reste, soyez flexible. C'est la seule manière, la seule solution pour trouver effectivement un homme à l'âge de plus de 40 ans. Il y a cette solution. Et évidemment, il y a le fait de pouvoir viser des hommes beaucoup, beaucoup plus âgés, c'est-à-dire des hommes à partir de 50 ans. Pour moi, quand on a 40 ans, il faut chercher un homme à partir de 50 ans. Il sera déjà beaucoup plus mature, beaucoup plus installé, il aura déjà eu sa propre vie et il n'y aura plus cette pression de « je veux des enfants tout de suite là maintenant ». Et enfin, dernière chose, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants. Si vous souhaitez, vous pouvez adopter également. Je ne comprends pas cette injonction faite aux femmes qu'il faut absolument avoir des enfants. Non, regardez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il n'a pas d'enfants et c'est notre président en fait. Qui peut lui dire quoi? Il faut comprendre que vous devez évidemment enlever cette pression sociale que l'on vous impose. Vous n'êtes pas obligé de procréer si vous ne le souhaitez pas. Si à 40 ans, vous n'avez pas envie d'être maman, eh bien, c'est OK en fait. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une tare en fait. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Vous avez le droit de refuser d'avoir des enfants. Et vous avez également le droit d'avoir des standards. Maintenant, encore une fois, je répète, ne baissez pas vos standards, mais priorisez vos standards. Faites une liste de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas. À 25 ans, on peut vouloir un homme qui est très fortuné. On peut vouloir un homme qui n'a pas d'enfant, un homme qui n'a jamais divorcé, un homme qui n'a pas d'accent, admettons que vous êtes en France, un homme qui a fait ses études ici en France, qui a grandi en France, à l'âge de 40 ans. Il faut faire une liste de ce qui est prioritaire pour vous. Si vous voulez toujours un homme qui est successful, qui a une carrière en béton, c'est OK, gardez ça comme critère principal, mais admettons, s'il a un accent africain, et alors en fait, si du moment où il arrive à cocher les cases des standards qui sont les vôtres, des cases prioritaires, eh bien, où est le problème? Je pense qu'il faudra trouver des compromis en fait. Ce n'est que comme ça que vous allez réussir, selon moi en tout cas, à vous repositionner à partir d'un certain âge. Donc, regardez la vidéo que j'ai faite sur Porsha Williams, comment trouver l'amour à 40 ans. Je donne beaucoup de conseils, donc j'aurai pas le temps vraiment de développer tout cela ici. À présent, nous allons parler français. Nous allons parler la langue de Molière et je vais vous donner mon avis à titre personnel par rapport au fait d'avoir ou non un enfant seul à 40 ans. Première chose, et ça c'est pour les personnes qui souhaitent elles aussi reproduire en fait le même schéma que Ebony K. Williams. Déjà, tant que vous n'avez pas la même situation exactement que quelqu'un, ne copiez pas ses stratégies. Je réitère, si vous n'avez pas la situation de Ebony K. Williams, ne vous sentez pas obligé de reproduire son schéma. On ne parle pas ici de n'importe qui. On ne parle pas ici d'une jeune fille de 18 ans qui ne se connaît pas, qui ne sait pas qui elle est et qui n'a pas les ressources financières nécessaires pour assumer son choix. On parle d'une personne qui a 40 ans. Et donc, ça fait 4 décennies qu'elle est en vie. C'est une femme accomplie au niveau de sa carrière et c'est une femme qui a les moyens financiers, intellectuels, psychologiques, émotionnels, tout ce que vous voulez, pour assumer un enfant seul. Elle n'a pas besoin d'aide pour le faire. Elle a la capacité de le faire. Elle est en position de le faire. Elle a travaillé dur pour arriver là où elle est. Et donc, ça lui donne tout simplement les moyens de son choix. C'est en réalité un caprice. Elle a pesé le pour et le contre. Elle s'est dit, je veux coûte que coûte mon enfant. Et il est hors de question que je me mette en couple avec un homme qui est broke, avec un rappeur, avec un chauffeur de bus, avec un homme qui n'a rien, parce que je refuse de mêler mon ADN à la médiocrité. Et elle a parfaitement raison.
Elle a parfaitement raison. Il vaut mieux être seul que mal accompagné dans un premier temps. Ensuite, un homme qui, admettons, est beaucoup moins assis financièrement parlant que vous, aux États-Unis, c'est une plaie en fait. Demandez à Halle Berry, elle vous le dira. Un homme qui n'a pas les mêmes moyens en tout cas financiers que vous aux États-Unis, c'est un homme qui peut demander la pension alimentaire, qui peut vous mettre vraiment les bâtons dans les roues. En France, c'est pareil en fait. Sauf que la justice est un peu plus clémente avec la pension alimentaire. Mais en France, si vous avez un enfant et que le géniteur décide de vous pourrir la vie administrativement, vous ne pourrez même pas sortir du territoire français avec votre enfant sans son accord. Donc c'est une véritable plaie en fait, c'est une épine dans le pied que de faire un enfant avec quelqu'un qui, vous le savez déjà, sera problématique sur plusieurs plans, soit le plan financier, soit le plan juridique, soit le plan... En fait, il y a tellement de plans. Et donc, par rapport à tous ces éléments-là, elle a pesé le pour et le contre et elle a décidé de faire un enfant seul. Et encore une fois, elle a les moyens de sa politique. Elle peut se permettre de le faire. Maintenant, pour celles qui veulent la copier, si vous n'êtes pas vous-même assis financièrement, si, admettons, vous avez 40 ans, vous êtes au chômage, vous bénéficiez des minima sociaux de l'État, vous êtes hébergé par quelqu'un, vous n'avez rien accompli et que vous décidez de faire un enfant seul, est-ce que vous aurez les moyens financiers de vous occuper de votre enfant? Est-ce que vous aurez les moyens psychologiques, la stabilité mentale nécessaire pour le faire? Si oui, très bien, si telle est votre volonté, faites-le. Si vous n'avez pas les moyens, ne le faites pas en fait. C'est une question logique pour moi. Donnez-vous les moyens de vos ambitions. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. J'avais fait une vidéo également sur ce sujet qui s'intitule « Les pauvres ne doivent pas aimer » ou « Les pauvres ne doivent pas avoir d'enfants ». Et je parlais en fait du principe que l'État, même l'État français, pour prendre l'exemple de l'État français, vous dit que pour avoir un enfant, en fait, il faut être prêt. Pas juste financièrement, mais aussi psychologiquement, émotionnellement parlant. Quand vous voulez adopter un enfant ici en France, on vous fait passer toute une batterie en fait de tests pour vous dire que n'est pas maman qui veut en fait. En tout cas pour la partie adoption. Maintenant pour la partie, j'ai envie de dire génitrice, chacun gère évidemment ses affaires comme elle le souhaite. Donc ce que je pense de ça, c'est que il vaut mieux effectivement être seul plutôt que mal accompagné dans un premier temps. Si vous voulez réellement quelque chose et que vous n'arrivez pas à trouver chaussures à votre pied, si vous sentez que vous avez les capacités, les moyens, tous les moyens financiers, économiques, psychologiques pour le faire, faites-le. Mais à condition, vous-même, d'être déjà en mesure de prendre soin de vous, en fait. Première chose. Ensuite, deuxième chose, est-ce qu'il faut baisser ses standards? La réponse est non, en fait. On ne baisse pas ses standards, on priorise, en fait, ses standards. C'est-à-dire qu'on met, on va dire, une pondération, comme on dirait en maths. On fait une pondération des standards qui sont les plus importants. Qu'est-ce que je veux chez un homme? Et ça, peu importe l'âge que j'aurai. Je veux un homme successful et donc je ne vais pas baisser mes critères par rapport à ça. Je reste vraiment très ferme là-dessus. Par contre, admettons, s'il vient du bled, s'il a un accent, s'il n'est pas un pur américain de souche, s'il n'est pas noir, s'il n'est pas ceci, s'il n'est pas cela, je suis ok avec ça tant que la base est respectée. Et c'est ce que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas de baisser ses standards, mais de prioriser ses standards. Maintenant, j'entends ce discours de il faut un papa, il faut une maman, il faut 2 personnes pour élever un enfant, il faut ceci, il faut cela. Est-ce qu'on est en train de finalement de continuer à propager justement cette vague de baby mama? J'entends ce discours et vous avez entièrement raison. Il faudrait, pas il faudrait idéalement un papa et une maman. Maintenant, la vie n'est pas toute rose, la vie n'est pas toute tracée en fait. La vie n'est pas toujours ce que l'on espère. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Il y a ce qu'on appelle les accidents de la vie. Elle aurait souhaité avoir un père pour son enfant, oui, naturellement. Maintenant, par rapport à ses critères, par rapport à ses objectifs, par rapport à sa propre vie, à ses deadlines, elle n'a pas trouvé. Mais son envie ardente d'avoir un enfant persiste. Que voulez-vous qu'elle fasse? Elle a fait un choix, c'est une grande fille en fait, c'est une grande dame. Elle a 40 ans, nom de Dieu. Ce n'est pas une petite fille, c'est une enfant. Son choix est réfléchi en fait. Elle a dû même payer pour avoir ça. Donc c'est quelque chose qui a été longuement réfléchi. Elle sait ce qu'elle fait, donc je ne m'inquiète même pas pour elle parce que je sais que son enfant
aura un avenir assuré. Pour les autres personnes qui ne seront pas dans sa situation, elle, effectivement, l'idéal serait d'avoir un papa, une maman pour élever un enfant, mais encore une fois, les accidents de la vie, vous n'en savez rien en fait. Personne ne peut prédire l'avenir. Il peut y avoir des décès, il peut y avoir des séparations, des ruptures brutales qui vont faire de vous ou de vos proches, peu importe, une baby mama, une maman solo. Personne ne souhaite élever un enfant seul en fait. C'est parce que nous sommes confrontés à ce qu'on appelle des chocs de la vie, des accidents de la vie. Et donc, certaines par dépit, certaines parce qu'elles sont pressées, certaines parce qu'elles veulent autre chose, elles font ce choix-là d'y aller en fait. Mais personne ne se lève un matin pour décider d'être baby mama, pour décider d'être une maman célibataire, parce que ce n'est pas marrant, c'est difficile. Ça coûte de l'argent aussi, et psychologiquement, c'est dur d'avoir un enfant, d'élever un enfant quand on est seul. Donc, ce que moi, je vous recommande à titre personnel, c'est que dans l'idéal, je vous conseillerais toujours d'avoir vos enfants dans le cadre du mariage, toujours essayer d'avoir un papa et une maman pour votre enfant. C'est bon pour l'équilibre de l'enfant, en fait. Il faut cet équilibre-là. Du moins, il faudrait cet équilibre-là. Maintenant, encore une fois, vous n'êtes pas à l'abri d'un accident de la vie. Vous n'êtes pas à l'abri des déceptions de la vie et vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Donc, je crois qu'il vaut mieux avoir en fait un regard plutôt, on va dire, plutôt bienveillant envers cette femme plutôt que d'essayer comme ça de la jeter à la vindicte populaire. Elle a voulu quelque chose, elle s'est donné les moyens pour le faire en fait. Et encore une fois, l'idéal serait un papa et une maman, mais vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Vous pouvez être marié et même plus tard divorcé. Vous pouvez avoir un mari qui est bien, mais la mort frappe subitement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en fait à partir de ce moment-là? Est-ce que vous allez abandonner votre enfant? Je ne crois pas. Vous allez faire de votre mieux pour l'élever en fait. Eh bien, moi, c'est mon avis en fait. Idéalement, je répète, il faudrait un papa et une maman. Maintenant, personne n'est à l'abri des accidents de la vie. Et donc, il vous faudrait, je pense, un discours beaucoup plus bienveillant envers ce genre de personnes. Mais à condition, évidemment, que la personne, selon moi, puisse avoir les moyens de sa politique. Faire un enfant toute seule, si vous le souhaitez, d'accord. Mais est-ce que vous êtes solidement assis, préparé pour cela? Si la réponse est oui, eh bien, allez-y. Si la réponse est non, eh bien, n'y allez pas. Donc finalement, pour moi, c'est toujours en fait une question de choix, d'opportunité, de priorité, en fait, de ce que l'on veut, de ce que l'on peut accepter, de ce que l'on peut supposer. En fait, il n'y a pas une réponse prête, déjà préparée. Il faut faire le pour et le contre de chaque situation. Et c'est uniquement en faisant cela par rapport à votre propre situation à vous, pas par rapport à celle de votre voisin, par rapport à ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait le pour et le contre, si vous pensez qu'il y a plus d'avantages à être maman solo, je déconseille évidemment, mais faites-le. Maintenant, si vous pensez qu'il y a moins d'avantages, ne le faites pas. Vraiment, tout dépend de vous et ne laissez pas les autres en fait finalement prendre des décisions à votre place. À la fin de la journée, c'est votre vie, c'est vous en fait qui serez en charge de cet enfant. Ce n'est pas nous qui serons là pour l'élever. Donc, pour terminer sur ces belles paroles, faites le pour et le contre, faites le bilan, posez-vous, prenez une feuille, faites une colonne avec les inconvénients, une autre avec les avantages et décidez en fait de ce que vous souhaitez faire si jamais vous êtes dans ce cas évidemment. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine vidéo.